Dans cette séance, nous allons explorer les 7 grandes théories de la planification éducative. Chacune d'elles propose une manière différente d'envisager la décision et l'action dans le système éducatif. Nous verrons que certaines insistent sur la rigueur scientifique et la prévisibilité, comme la théorie rationnelle, tandis que d'autres privilégient la flexibilité, l'adaptation au contexte ou la communication entre acteurs. L'objectif de cette séance est de comprendre ces modèles pour mieux interpréter les pratiques de planification actuelles, notamment au Maroc, dans le cadre de la vision 2015-2030 et de la feuille de route 2022-2026. La théorie rationnelle est souvent considérée comme la plus classique en planification. Elle part du principe que tout peut être planifié si l'on dispose des bonnes informations et d'un raisonnement logique. Le planificateur agit comme un ingénieur, il identifie le problème, rassemble les données, conçoit une solution optimale, puis la met en œuvre. Mais dans la réalité du système éducatif, les contextes changent, les acteurs ont des intérêts différents et l'environnement n'est pas toujours stable. C'est pourquoi d'autres théories sont apparues pour compléter ou contester cette vision purement rationnelle. La théorie incrémentaliste nous rappelle que, dans la réalité, on ne planifie pas dans un laboratoire, mais dans un environnement mouvant. Les responsables ajustent souvent leurs décisions selon les contraintes du moment. Par exemple, dans le système éducatif marocain, les réformes s'inscrivent souvent dans une logique d'ajustement progressif, on expérimente, on évalue, puis on généralise. C'est une vision pragmatique, centrée sur le réalisme opérationnel plutôt que sur l'idéal rationnel. La théorie de la contingence est très utile pour les conseillers en planification. Elle nous apprend qu'un même plan ne peut pas fonctionner dans toutes les régions ou à tous les niveaux. Planifier une école rurale dans une zone enclavée n'est pas la même chose que planifier un lycée urbain. Il faut donc adapter les outils, les stratégies et même les indicateurs selon le contexte local. C'est une approche réaliste, souple et profondément contextualisée. La théorie de la post-rationalisation est critique. Elle attire notre attention sur le fait que certains plans éducatifs ne sont pas toujours le fruit d'une réflexion préalable, mais d'une volonté de donner une cohérence à des décisions déjà arrêtées. Le plan devient alors un outil de communication et de légitimation politique. Cette approche invite les planificateurs à être lucides et à questionner le sens réel des processus de planification qu'ils conduisent. Principes fondamentaux du sens-making, Carl Weick. Construction rétrospective. Le sens ne préexiste pas à l'action, il est produit après coup. L'individu interprète les événements passés à partir de sa situation présente et les relie par une justification a posteriori. Le sens est donc le résultat d'une reconstruction plutôt que d'une découverte. Processus continu et récursif. Le sens-making est dynamique et cyclique, la réflexion influence l'action, et l'action génère de nouvelles occasions de réflexion. Penser et agir sont deux mouvements interdépendants qui alimentent en continu la construction du sens. Détachement et attention réflexive. Pour donner du sens à une expérience, l'individu doit prendre du recul, dégager une distance cognitive et porter attention aux éléments pertinents. Cette prise de distance rend possible l'interprétation et la rationalisation des événements. Influences multiples. La capacité à construire du sens dépend de plusieurs facteurs. Individuel, curiosité, ouverture, capacité à douter et à questionner. Situationnel, imprévu, incertitude, anomalie difficile à détecter, nécessité d'adaptation ou d'improvisation. Collectif, confiance, honnêteté, respect, qualité des échanges. Organisationnel, culture, valeurs, stratégie, vision, structure, rôle, procédure, qui offrent des repères pour interpréter l'action. Sélection et rétention. Dans une situation complexe, l'individu sélectionne certains indices parmi une multitude d'informations. Il retient ensuite les solutions jugées efficaces, enrichissant ainsi son répertoire cognitif et ses connaissances pour les situations futures. Enactement, mise en action, création de réalité. Les actions contribuent à façonner la réalité organisationnelle. En agissant, l'individu produit des éléments du contexte. Ceux-ci deviennent ensuite des références pour interpréter la situation et orienter les actions futures. Dans le contexte éducatif marocain, cette théorie est très parlante. Souvent, les projets éducatifs dépendent de financements extérieurs, Banque mondiale, coopération bilatérale, etc. Le plan sert alors à convaincre les partenaires que l'action est cohérente et bien structurée.
la planification devient un instrument de négociation et de légitimation pour obtenir des ressources. Le courant discursif est le plus proche des approches participatives modernes. Il valorise la concertation, le débat et la co-construction. Pour les planificateurs, cela signifie qu'un plan n'a de valeur que s'il est compris, accepté et partagé par ceux qui doivent le mettre en œuvre. C'est l'approche de la planification communicative, très en phase avec les exigences de gouvernance démocratique. En observant ce tableau comparatif, nous pouvons constater que chaque théorie de la planification met en lumière une logique d'action différente, correspondant à une certaine vision de la décision et du changement dans le système éducatif. La théorie rationnelle repose sur la prévision, la collecte de données et la recherche d'efficacité. Elle place le planificateur au centre du processus, mais sa limite principale est sa rigidité. Elle fonctionne bien dans un environnement stable, mais peine à s'adapter aux imprévus du terrain. À l'inverse, la théorie de l'incrémentalisme adopte une démarche plus pragmatique. Elle privilégie les petits ajustements continus plutôt que les grandes réformes planifiées. Cela permet une adaptation constante, mais au risque de manquer de vision stratégique à long terme. La théorie de la contingence, elle, met l'accent sur la souplesse et l'adaptation. Elle nous apprend qu'il n'existe pas de modèle unique de planification, tout dépend du contexte, des ressources disponibles et du degré d'incertitude. C'est une approche très utile pour les planificateurs territoriaux. La post-rationalisation, pour sa part, attire notre attention sur la dimension politique du plan. Parfois, le plan ne crée pas la décision, il la justifie a posteriori. Il devient un outil de légitimation, ce qui pose la question du sens réel de la planification dans les systèmes fortement centralisés. Avec la théorie du sense-making sense-giving, on entre dans la dimension humaine et cognitive. Planifier, ici, c'est donner du sens à l'action collective, comprendre, interpréter, partager. Elle valorise la communication et la cohésion entre les acteurs, conditions essentielles à la réussite des réformes éducatives. La théorie de la dépendance des ressources nous rappelle que tout système éducatif dépend de ressources externes, financières, techniques ou humaines. Dans ce cadre, la planification devient aussi un instrument de mobilisation du soutien et de négociation avec les partenaires institutionnels ou internationaux. Enfin, le courant discursif, ou planification communicative, insiste sur le dialogue et le consensus. Le planificateur n'est plus seulement un technicien, mais un médiateur entre plusieurs catégories d'acteurs ayant des intérêts et des valeurs différents. C'est une approche inclusive, mais parfois lente à concrétiser. En résumé, si cette théorie ne s'exclut pas, elles offrent un répertoire d'outils intellectuels que le planificateur peut mobiliser selon la nature du problème, le contexte institutionnel et les objectifs visés. La compétence du planificateur moderne réside justement dans sa capacité à choisir la théorie pertinente au bon moment. Pour conclure, retenons que planifier, c'est avant tout agir avec méthode, mais aussi avec discernement et ouverture. Chaque situation exige une combinaison adaptée de ces approches. Le rôle du conseiller en planification est justement de savoir quand adopter une logique rationnelle, quand privilégier l'adaptation ou la concertation. C'est cette capacité d'analyse et de discernement qui fait du planificateur un acteur stratégique du développement éducatif.